Alors en fait, je reprends la parole puisque je dois présenter le président de l'Académie de chirurgie qui va nous parler d'un travail qu'il a fait avec l'École nationale vétérinaire de Lyon, avec le professeur Baronne qui est membre de notre académie. Et donc Monsieur Jacques Beaulieu va nous parler de l'étude anatomique du foie de porc, Suscrofa domesticus, en vue de son utilisation comme modèle expérimental en chirurgie chez l'homme. Et il a effectivement publié sur ce sujet avec de magnifiques dessins montrant l'importance pour les chirurgiens d'être excellents dessinateurs aussi. Alors, merci de me donner la parole. Il y a quelques années, nous avons fait effectivement un travail inaugural sur l'anatomie du foie de porc, mais M. Bismuth, je réponds d'emblée que c'était dans un but pratique. Ce n'était pas pour vendre les porcs, c'était pour travailler dessus et pour chercher à implanter la transplantation qui débutait à ce moment-là. Donc j'ai commencé en fait en 1969 au laboratoire de l'école vétérinaire avec M. Pouillet, puis j'ai continué avec Philippe Bérard et puis mes successeurs Ducerf et Christian Ducerf, Mustapha Haddouk, dont je vais vous montrer les travaux. Initialement, rien n'avait été écrit sur l'anatomie du foie de porc. J'ai cherché dans toute la littérature, j'ai rencontré M. Baronne qui m'a dit montrer les livres de ce qui était décrit sur d'autres animaux, mais rien sur le foie de porc. Donc il fallait un peu voir les choses de manière pratique. On est d'abord allé aux abattoirs, puis après j'ai fait des dissections, puis après j'ai fait des radiographies avec opacification. Et comme j'étais à ce moment-là prosecteur au laboratoire d'anatomie, j'ai fait aussi des injections de plexiglas coloré, méthode bien connue, que vous avez certainement utilisée. Alors, je vais passer rapidement, le temps est court. Le foie, il est globalement placé dans la partie haute de l'abdomen. Il recouvre un peu la région épigastrique et il est abordable uniquement par l'abdomen. Pourquoi ? Parce que le porc est très évasé du point de vue thorax. Il n'y a pas besoin d'envisager d'abord thoracique, même pour aborder correctement le confluent cavo-sushépatique. Le poids, vous verrez que je vais vous en parler. C'était très intéressant pour nous de connaître le poids du foie en fonction du poids de l'animal, de façon à adapter les greffons que nous voulions utiliser, parce qu'on faisait ça sur des familles de jumeaux, et c'était une manière d'envisager préalablement à l'intervention le poids du foie de l'animal que nous allions utiliser. Je vais en parler. Je vous parlerai de la configuration externe. C'est très intéressant parce que quand on ouvre l'abdomen d'un porc, on a l'impression d'un bloc qui ressemble exactement au foie humain, mais en fait, il est constitué de folioles qui sont des lobes. Le foie est lobulé avec 3 sillons qu'on retrouve parfaitement, définissant un lobe sagittal gauche, 2 lobes paramédians, j'y reviendrai, un lobe sagittal droit. La fixité ressemble beaucoup au moyen de fixité de ce qu'on trouve chez l'homme. Et ceci est important car la dissection du lobe paracave, le lobe qui comprend la veine cave, très postérieure, est extrêmement adhérent au plan postérieur et parfois difficile à libérer sans blesser la veine cave. Quant aux rapports, je m'attarderai peu sur ces rapports. Ils sont modifiés puisque la rotation de la cavité de l'estomac n'est pas complète, il n'y a pas d'arrière-cavité des épiplombs, il y a un seuil feuillet péritonéal qui recouvre le pédicule hépatique. Et l'abord est finalement un peu plus simple. Il n'y a pas de déroulement du duodénum. Le pancréas est au-dessus du duodénum. La veine porte prend son origine en plein nodule pancréatique. Alors voilà cette variation du foie de porc qui est le plus gros organe de l'abdomen de cet animal. Et cette courbe s'infléchit à mesure que l'animal vieillit, car finalement lorsque l'animal va devenir énorme, le foie va lui avoir un rapport plus faible que chez le porcelet. Rapidement, je vais étudier bien sûr les vaisseaux dans leur trajet extra-hépatique, veine porte, artère hépatique, anatomie modale, puis les quelques variations, et la veine cave qui est très particulière. Alors, ici, l'anatomie modale du pédicule hépatique, avec, vous le reconnaissez ici, la veine porte, l'aorte avec le tronc cœliaque et l'origine de l'artère hépatique et le cholédoque. Alors, je partirai de la veine porte, par exemple, la veine porte qui prend naissance très bas dans le pancréas, il faut vraiment la disséquer en plein parenchyme pancréatique et qui a une direction grossièrement verticale, et ici 2 adénopathies, elle reçoit 2 branches latérales, l'une d'origine pancréatique, l'autre d'origine gastrique, et
se terminera au niveau de la confluence de manière intrahépatique. Elle se divisera en plusieurs branches sur lesquelles je reviendrai. Cette veine porte mesure environ 8 mm chez le porcelet, 1,5 cm chez l'adulte. L'artère hépatique est en arrière, et vous voyez ici le tronc cœliaque avec cette artère hépatique qui est très volumineuse, qui est en fait un tronc gastro-hépatique. Elle mesure 2 mm chez le porcelet, 2 à 3 mm, un peu plus gros chez l'adulte, mais jamais très grosse. Et de cette artère naissent des branches à destinée gastrique qu'il faudra contrôler si on veut prélever le foie du porc. Elle donne une très longue artère cystique qui suit grossièrement le canal cystique et jusqu'à la vésicule. Il y a des variations anatomiques et j'ai trouvé dans 3 cas de dissection sur 129 une origine unique de l'artère mésentérique supérieure, sans tronc cœliaque. Ici, l'artère mésentérique supérieure, on retrouve la naissance du tronc qui pose un petit problème de dissection. Si on veut prélever le greffon, il faut prélever bien sûr la confluence et une queue d'aorte pour avoir la division et de la naissance de l'artère. Vous voyez ici, vous retrouvez ici les branches gastro-hépatiques. Autre variété intéressante parce que difficile, que j'ai retrouvée 4 fois, qui est une courbe à concavité supérieure qui accolle l'artère au bord gauche de la veine cave avec un véritable trajet intrahépatique ici qu'il faudra disséquer avant de retrouver l'artère et le tronc gastro-hépatique. Cette anomalie existe et j'en ai pas trouvé d'autres, mais il y en a probablement d'autres. Dans ce cas, vous voyez que l'artère est rétroportale. Alors, quant aux voies biliaires, elles sont très particulières elles aussi. Je reviens en arrière pour vous montrer le canal hépatique principal qui naît des branches de division sur lesquelles je reviendrai au niveau du pédicule glissonien. Il est assez court, il reçoit de manière très aiguë l'artère cystique, le canal cystique, je m'excuse, qui est long, qui lui-même va recevoir des branches cystohépatiques sur lesquelles je reviendrai. Quant au canal cholédoque, il est assez court et il disparaît dans le parenchyme pancréatique lui aussi. Cette particularité de canaux cystohépatiques m'a amené à quelques difficultés et des pièges sur lesquels je reviendrai dans une minute. Ces canaux cystohépatiques font qu'ils peuvent servir de voie de dérivation à la bile et que si on pratique une ligature du canal hépatique, on ne va pas avoir d'ictère, car la bile va se dériver par les canaux que chez l'homme on appelle parfois canaux de Louchka, et qui fait que j'ai eu la surprise, ayant pratiqué plusieurs, je voulais créer des ictères rétentionnels, de ne pas en avoir, parce qu'il constitue une voie de dérivation. Le pédicule glissonien, c'est-à-dire les 3 éléments du pédicule dans sa partie intrahépatique, veine porte, artère hépatique, voie biliaire, je décrirai rapidement et vous montrerai des schémas. L'artère, et puis je reviendrai sur les voies biliaires qui ont des particularités un peu différentes de ce qu'on trouve chez l'homme. Alors voilà une vue du foie de porc étalé. Il n'est pas comme ça anatomiquement. Il présente un bloc, mais étalé sur la table de dissection. Il se présente comme ceci avec des particularités que je vais résumer. Ici, la veine porte qui va se diviser en 2 troncs. Le tronc droit est relativement court, 1 cm au plus, et il est le plus superficiel. Très différent du côté gauche où au contraire il est profond. Il est superficiel et va irriguer essentiellement le lobe paracave, qu'on appelle aussi le lobe, qui est le lobe sagittal droit, le lobe paracave qui comprend la veine cave, et ce lobule parahépatique inférieur. En fait, le tronc le plus important, c'est le gauche, qui se divise en 3 branches que vous voyez ici, qui sont, elles, les plus profondes, supérieures donc, et difficiles à aborder lorsque l'on veut faire des hépatectomies partielles. Le temps est trop court pour que je décrive les descriptions que j'avais faites dans l'opuscule. Ici, vous voyez l'artère hépatique qui se divise en branches de manière, on pourrait dire, presque en dents de peigne, étagées.
avec des divisions étagées, et on retrouve grossièrement la même disposition que pour la veine porte, avec là encore le fait qu'elle est plus superficielle du côté gauche que du côté droit. Pardon. Enfin, l'élément le plus superficiel, c'est l'élément biliaire, avec cette division là encore étagée, et ce long canal cystique avec ses branches schisto-hépatiques, allant à une vésicule qui est parfois et très souvent enchatonnée dans le foie, si bien que la cholécystectomie chez le porc est très difficile, parfois même impossible. De plus, la vésicule est extrêmement fragile. Et la vésicule reçoit des collatérales directes, les canaux de Louchka, qui font que si on fait une cholécystectomie, on s'expose aussi à un cholépéritoine. Alors j'ai fait bien sûr des radios qui m'ont permis de retrouver tout ça en utilisant un produit radio opaque. Et au niveau du pédicule sus-hépatique, ça c'est intéressant. On retrouve donc cette veine porte qui chemine dans le lobe sagittal droit, lobe qu'on appelle aussi paracave, très profondément, difficile à séparer du foie. Je leur montrerai comment j'ai pu pratiquer. En fait, cette veine cave, reçoit ici, est au contact d'une glande surrénale qui peut parfois être difficile à disséquer. Elle a un court trajet intrahépatique et elle reçoit ici les branches de division du pédicule sus-hépatique principal. On retrouve ce que l'on connaît chez l'homme, une veine sus-hépatique droite assez longue qui en fait draine deux lobes, puis un tronc commun des veines sus-hépatiques médiane et gauche, on peut dire, comme chez l'homme, avec une disposition un peu différente. Il est très visible en superficie du foie, dessinant des nervures à la superficie du foie. Et finalement, il faut bien connaître cette disposition lorsqu'on veut faire des hépatectomies partielles. Mais il est globalement, lorsqu'on en a l'habitude, assez facile à aborder. Voilà ici une injection avec opacification radiologique. On retrouve exactement ce que je viens de vous décrire. Et puis des injections de plastique. Alors là, la diapositive est en noir et blanc, parce que je n'ai pas su reproduire les clichés à partir de vieilles diapositives, mais évidemment, c'était des produits colorés de manière différente, ce qui rendait la lecture des injections plastiques beaucoup plus facile. Alors, ce schéma est très intéressant. Vous retrouvez, pour ceux qui ont fait des transplantations utilisant la technique de piggyback, quelque chose que l'on peut appliquer chez le porc. Ici, la veine cave est donc ouverte, on la voit par voie postérieure. On voit ici l'ostium des veines sus-hépatiques, qu'on retrouve ici sur le schéma. Puis, cette multitude de veines sus-hépatiques accessoires, avec une ou deux, là j'en ai représenté 3, veines sus-hépatiques de plus gros calibre qu'il faut parfaitement contrôler. Les autres peuvent être presque contrôlés par tamponnement, encore que le porc coagule assez mal. Mais on y arrive. Celles-ci, par contre, devront être aiguillées. Voilà l'injection de plastique qui remontre exactement ce que je viens de vous montrer. Alors ici, c'est une veine surrénalienne. Et puis, les injections plastiques. Alors, cela donc a été publié dans ce livre dont j'ai remis un exemplaire à votre présidente. Ce livre a été fait avec l'appui de M. Baronne. C'était très difficile de publier dans des opuscules d'anatomie. Les anatomistes sont très rigoureux et je lui dois beaucoup parce que je crois que sans lui, sans la rigueur qu'il a eue à la correction de ce livre, j'aurais jamais pu publier. Voilà. Il m'a fait réécrire à peu près une dizaine de fois l'article. Les conséquences, c'est que cette disposition segmentaire est tout à fait favorable à la réalisation d'hépatectomies partielles. Ça a été fait par d'autres, je vais vous le montrer, ça revient d'actualité, essentiellement pour étudier d'ailleurs la régénération hépatique. Les difficultés liées au trajet intrahépatique de la veine cave et à ses nombreuses branches hépatiques accessoires, on les avait résolues à ce moment-là en réalisant des sutures sur bourdonnais, et ce n'est que plus tardivement qu'on a pu faire des sutures électives des veines sus-hépatiques accessoires, de façon à utiliser la technique de piggyback. Les cholécystectomies, je vous ai dit que je me suis heurté à plusieurs ennuis, et je dois le dire, à plusieurs cholépéritoines. Enfin, c'est un excellent modèle qui nous a beaucoup servi pour la transplantation hépatique ortho et hétérotopique. Alors, très rapidement, ça revient d'actualité. Vous voyez cet article de 2003. Cet article australien, vous connaissez pour la plupart bien moderne, qui montre que
cette hépatectomie partielle est étudiée, est un très bon modèle sur le plan expérimental. D'autres que nous l'ont utilisé d'ailleurs. Et puis, plus récemment, puisqu'il s'agit d'un article de 2011, la greffe orthotopique chez le porc. Alors, au laboratoire de chirurgie expérimentale à Lyon et de l'école de chirurgie, voilà que redémarrent des travaux sur le porc, et les jeunes ne connaissent rien de l'anatomie du porc. Coïncidence, cette réunion avec l'Académie de vétérinaire, et ils m'ont dit, monsieur, quand vous rentrerez, donnez-nous ce que vous avez fait, présenter, parce que nous, on ne comprend pas très bien l'anatomie du porc. Nous sommes allés plus loin, espérant utiliser, j'avais l'espoir d'utiliser le porc pour la xénotransplantation, mais vous savez que la réglementation très protectrice, et on peut le comprendre, et les risques d'infection avec les rétrovirus nous ont bloqués complètement. On avait quand même fait quelques publications, j'en ai cité 2 ici, qui, parmi d'autres, que j'avais mis dans mon travail lorsque je me suis présenté à l'agrégation et que connaît bien Yves Chapuis. Pour vous montrer quelques techniques utilisées de greffe hétérotopique avec ici une hépatectomie totale, et ce n'était pas tellement facile à réaliser chez le porc à ce moment-là. Une autre technique pour créer une hypertension portale avec une bague sur la veine porte de façon à créer une hypertension portale chez l'animal que l'on voulait greffer. Une autre technique dont je viens de vous parler pour réaliser l'hépatectomie totale. Puis plus tard, avec Mustapha Adam, l'idée que nous avions d'utiliser le porc en assistance hépatique extracorporelle et que nous avions tout à fait mis au point, avec plusieurs publications. Nous avons même eu l'autorisation de perfuser ces porcs avec du sang humain, 10 cas pour étudier les rejets aigus. Puis on avait mis au point une machine, elle existe encore, qui nous permettait de faire vivre tout à fait correctement ces foies de porc, oxygénés, réchauffés, etc., pendant 6 heures, et qui restaient parfaitement fonctionnels pendant 6 heures. On pouvait même envisager l'idée de les changer pour pouvoir avoir une action temporaire en bridge avant une transplantation définitive, mais tout ça était un peu utopique, comme vous le savez. Pour conclure, le porc a des ressemblances, surtout au niveau de l'anatomie du foie avec le foie humain, mais il y a des différences aussi, des différences et des points techniques qui, en particulier lorsque l'on pratique la chirurgie chez le porcelet, peuvent poser problème. Le foie de porc est un excellent modèle expérimental et j'ai ici représenté deux schémas bien classiques chez l'homme qui vous montrent que finalement, c'est l'animal qui est le plus proche de nous en ce qui concerne l'anatomie du porc. Je vous remercie. Yves. Merci beaucoup, Monsieur Beaulieu. L'intervenant est Monsieur Chapuis. Oui, en me demandant d'intervenir, mon cher Jacques, vous m'avez reporté 50 ans en arrière dans ma vie. Je voudrais rappeler tout de même, surtout que la période 1963-1970 a été particulièrement féconde, puisque c'est à cette époque-là que non seulement les premiers essais, les essais de transplantation, indépendamment d'une transplantation humaine, à Denver, peu importe, avaient l'expérimentation sur le chien de la transplantation ortho-hétérotopique flambée dans de nombreux pays. Mais il faut dire aussi que dès cette époque, en particulier aux États-Unis, Heisman, qui avait commencé en 1961, et McDermott à Boston avec Norman, son élève, avaient pensé utiliser des foies de porc pour traiter des insuffisances hépatiques aiguës et avaient donc mis au point, étudié le système qui permettait une telle opération. Et c'est dans ces conditions que, après avoir à Cochin, avec Jean-Yves Neveu, Jean-Pierre Loriot, entrepris une série concurremment d'aller à Lyon, à nos collègues de Lyon, de transplantation orthotopique chez le chien, nous nous sommes mis à penser à l'utilisation du foie de porc pour traiter des insuffisances hépatiques. Et dans mon souvenir, il y a donc 4 tentatives de prélèvement sur un porc et puis de mise en circulation avec le patient qui était porteur de l'insuffisance hépatique. Tout ceci, bien entendu, avait nécessité une étape préalable, d'abord chez le chien, ensuite chez le porc, de mise au point du circuit qui était relativement compliqué, avec la nécessité d'une parfaite régulation au point de vue hémodynamique, etc., etc.
Bon, les résultats ont été, au début des perfusions qui duraient environ 4 heures, intéressants, si je puis dire, sur le plan biologique, mais malheureusement sans résultat sur le plan vital. Et nos 4 patients sont décédés, enfin, patients et patientes. Et je dois dire que la réserve que soulève le problème de survie dans l'insuffisance hépatique aiguë, parce qu'il y a différents degrés d'insuffisance hépatique aiguë, et par conséquent, on ne pouvait jamais affirmer catégoriquement que c'était le fouet de porc qui avait permis de réussir. Donc c'est la première facette de notre expérience utilisant le fouet de porc. Et la deuxième facette a été une étude qui s'acharnait à améliorer les conditions de préservation de l'organe pendant la phase ischémique. Dans un premier temps, nous avions utilisé des fouets de chien et comparé. Alors 2 méthodes, puisque à l'époque, un auteur américain avait préconisé d'associer à l'hypothermie l'oxygénothérapie hyperbare. C'était assez compliqué parce qu'il faut fabriquer le matériel, une énorme caisse où on met en hyperpression avec perfusion associée. Bref, mais peu importe, nous avions fait ça en comparant hypothermie d'un côté et hypothermie et hyperbarie de l'autre. D'abord chez le chien, et puis très vite, nous avons constaté que le fouet de porc était bien plus intéressant et nous avions utilisé des fouets de porc. Le test n'étant plus, cette fois, comme nous l'avions fait, une circulation isolée avec des tests divers métaboliques pour voir comment fonctionnait le foie à côté des données hémodynamiques, mais des transplantations orthotopiques de ces foies qui avaient été préservés dans des délais allant de 4 à 12 heures. Voilà. Bon, je n'insisterai pas. Je dois dire que là encore, ce que nous avions constaté, la conclusion, c'est que l'oxyhyperbarie n'apportait aucun avantage dans la préservation des foies et en particulier des fouets de porc. Alors merci de m'avoir amené à rappeler cette expérience personnelle et assez ancienne, puisque nous l'avions arrêtée en 1970. Je voulais signaler, parce que Claude Dallène était là, il est parti malheureusement, que cette expérimentation de préservation a été possible parce qu'il y avait un laboratoire CNRS à l'hôpital Brousset qui avait été fondé par François Dallène et que François Dallène nous avait beaucoup aidé à réaliser ces travaux. Merci, mon cher Président. De rappeler l'intérêt du porcelet pour l'expérimentation en matière de chirurgie hépatique, chirurgie portale, transplantation hépatique. Je pense que c'est très intéressant. Je comprends que tes élèves te demandent de remettre à nouveau à jour leurs connaissances sur le foie de porc. En ce qui concerne, donc si c'est un bon modèle expérimental, un bon modèle pour étudier les conséquences, hépatectomie, anastomose, etc. En ce qui concerne son avenir dans la transplantation hépatique, car tu l'as abordé, je crois qu'il y a maintenant beaucoup d'incertitudes, non seulement sur le plan immunologique, parce que ça c'est possible, les animaux transgéniques peuvent laisser espérer qu'on puisse arriver à utiliser des foies d'animaux chez l'homme, c'est tout le domaine de la xénotransplantation, mais si ça peut être valable pour le cœur en particulier, il y a un obstacle pour le foie que je rappelle, tu le connais exactement, c'est le problème métabolique. Le foie est un organe du métabolisme. Si le cœur est une pompe musculaire, on peut l'imaginer en xénotransplantation, mais le foie, il a été montré, c'est que l'animal transplanté avec un foie d'autre animal va avoir le métabolisme de l'animal transplanté. Et on risque d'avoir, ça n'a jamais été fait, on risque d'avoir, et ça c'est un grand problème dans tout ce qui est xénotransplantation, c'est que pour le foie, on transplante également le métabolisme. Ça a été étudié chez ceux qui ont eu une transplantation de babouins, c'est qu'au bout de 2 mois, pour ceux qui ont vécu le plus longtemps, ces constantes métaboliques étaient les constantes du babouin. Bon, il est mort d'autre chose, mais et on a parlé d'hommes babouinisés, parce qu'on transporte par le foie, qui est l'organe même du métabolisme humain, et donc c'est une grosse difficulté en ce qui concerne l'organe. C'est la raison. Bon, maintenant on ne parle plus de xénotransplantation, non seulement parce qu'il y a des problèmes viraux dont on a extrêmement peur et qui empêchent aujourd'hui d'utiliser tout produit animal dans le corps humain, mais en plus,
Et là, on reste dans le foie pour la fonction propre du foie, qui malheureusement ne peut pas passer de l'animal à l'homme. Et heureusement, et on rejoint donc les cellules souches dont la question a été posée, l'espoir des cellules souches vont permettre, et c'était une séance de l'Académie l'année dernière, d'utiliser les organes autoconstruits avec nos propres cellules souches, grâce au prix Nobel récent qui a ouvert cet énorme champ d'application qui va révolutionner de façon certaine la médecine de demain, la possibilité d'utiliser ses propres cellules pour remplacer des organes. Voilà. Vous avez raison, Henri. Le taux d'albumine, 45 grammes chez nous, est inférieur à 35 chez le porc. Donc il faudrait envisager des perfusions continues d'albumine pour ne pas avoir d'œdème cérébral en particulier. Il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a des maladies métaboliques qu'on ignore, et qui peuvent apparaître avec des transplantations de foie d'animaux. C'est un domaine passionnant d'ailleurs, mais sur le plan expérimental. Pour moi, c'était de l'utiliser en bridge, en bridge très court. Je pense que là, c'était possible. Merci à tous. On est dans le temps.